Merci d'être avec nous. C'est une question de société que beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, de start-up se posent. Comment concilier liberté et implication chez les freelances? On va en parler avec chacun de vous. D'abord, pour faire connaissance, Caroline Lebrun, vous êtes directrice de l'engagement et de la coopération chez Harmonie Mutuelle, c'est ça? En quoi cette question vous concerne chez Harmonie Mutuelle? Racontez-moi. Vous la posez souvent? Je me la pose parce que j'ai en charge tout le pilier humain de cette mutuelle qui est une société de l'économie sociale et solidaire. Je me la pose parce que j'ai eu cette bonne idée de pousser un partenariat, on va dire, apprenant avec YOS. Moi, j'ai typiquement en charge, j'ai un sujet en charge, c'est la transformation sur le champ humain au sein de la mutuelle, donc le sujet de la culture. Oui. Et quand vous allez voir des managers et que vous leur dites la compétence critique dont tu as besoin là, tu vas la trouver, mais à l'extérieur, parce que les gens dont tu as besoin, ils veulent absolument pas venir travailler avec toi et chez toi et dans cette organisation. C'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ces sujets-là. Voilà. Je vais poser la même question à Mathieu Collas, de partenaire digital chez Deloitte. Ça vous concerne, vous, au quotidien, cette question des freelances et les questions de travailler en liberté? Alors, au quotidien, oui, parce qu'on en utilise déjà beaucoup. Et pour nous, c'est une question stratégique parce que chez Deloitte, les talents, c'est notre avantage compétitif et qu'on fait face à la guerre des talents. Donc, avec un raccourcissement des carrières, on a la nécessité d'être très réactif vis-à-vis de nos clients et de proposer les meilleurs talents dans le cadre d'équipe. Donc, le programme Open Talent qu'on a lancé, pour nous, il est stratégique. Il est inscrit dans notre plan de développement. Merci beaucoup et je vous présente François-Xavier Devojani, professeur à l'Université Paris-Dauphine, président d'un think tank qui s'appelle RGCS, c'est ça? Oui. Comme je déteste les acronymes, vous pourriez me dire que ce n'est pas un nom de médicament ou de maladie, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Research Group on Collaborative Space, c'est sur les espaces de coworking, les makerspace, les hackerspace, les lieux pour collaborer exactement comme ici. Je vous confirme que c'est beaucoup mieux un acronyme, je fais exprès bien sûr. Racontez-nous vous, parce que vous cherchez évidemment sur ces sujets en tant que professeur, racontez-nous ce que vous savez dans ce domaine-là et en quoi ça nous concerne finalement tous. Alors, déjà, c'est un sujet qu'on trouve intéressant parce que c'est en tant qu'enseignant une question que nous posent les étudiants. Oui. On a 40% des étudiants de premier cycle de mon université qui veulent devenir entrepreneurs ou freelancers. Combien vous dites? 40%. D'accord, très bien. Ça ne veut pas dire qu'on pense bien d'en accompagner 40% bien sûr. D'un autre côté, mais on a un nombre très important. Je pense qu'il y a 8-10 ans, ce chiffre, c'était beaucoup plus 10%. Ça m'intéresse en tant qu'enseignant parce qu'on me pose cette question, et puis en tant que chercheur, parce que de plus en plus, comprendre les nouvelles pratiques de travail, c'est un sujet essentiel, en particulier le freelancing qui se développe beaucoup. Oui. Alors, je voulais vous présenter justement Romain Trébuil, qui est le CIO Europe et co-founder de YOS. C'est votre quotidien chez YOS, plateforme de mise en relation avec des freelances, c'est ça? Est-ce que exactement. je résume on voit que d'un côté, en fait, les talents deviennent freelance, 40% dans le cas de votre étude, 35% des millennials sont freelance. Donc les talents sont là. De l'autre côté, les entreprises qui ont besoin de trouver ces nouveaux talents pour continuer à innover, pour continuer à être les leaders de leur marché. Donc nous, YOS, c'est d'arriver au milieu et de faciliter cette relation-là, connecter les talents freelance et les grands groupes et les aider aussi à améliorer leur marque employeur et à améliorer leur façon de travailler avec. Juste un chiffre, d'après notre dernier baromètre, 70% des freelances préfèrent travailler avec des PME ou des startups. D'accord. Comment on change la donne? Alors, on sait que pour les freelances, c'est d'ailleurs très compliqué de se vendre, de travailler en liberté d'un côté, mais la liberté, c'est de travailler au quotidien, mais de se vendre, c'est compliqué. Donc, votre plateforme aide à cela notamment. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, de travailler en liberté, de ce concept? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, travailler en liberté, selon vous? Moi, j'ai envie de dire que travailler en liberté, c'est avoir le choix. Donc c'est en tant que freelance avoir le choix de ses projets, avoir le choix de ses clients, avoir le choix de avec qui je veux travailler. Et ça, c'est leur premier choix. C'est en ça où YOS, on essaie de leur apporter justement un éventail beaucoup plus grand de choix et de panel de clients. La deuxième notion de liberté, c'est qu'un employé, il a énormément de services, il a des mutuelles, je pense que Caroline pourra en parler, il a des formations, il a plein de choses. Un freelance, il n'a pas tout cet écosystème de services autour de lui. Du coup, il manque parfois de choix. C'est la deuxième valeur que cherche à apporter YOS, c'est d'apporter ses services, mais de garder ses services à la carte pour que le freelance puisse être accompagné comme il l'entend. Caroline, justement, comment est-ce qu'on assure une meilleure convergence des mondes de l'entreprise et de tous ces travailleurs indépendants qui veulent quand même bien garder leur liberté, mais peut-être pas totalement? Comment est-ce qu'on assure cette convergence? Vous voulez passer la patate chaude à Mathieu, c'est ça? Comme vous voulez, Mathieu et ensuite Caroline, si vous voulez. Bon, oui, le plus expérimenté, encore à petite échelle en France. Juste pour vous donner une indication, en France, on a 11 000 employés chez Deloitte.
Ce programme, on l'a lancé il y a 2 ans en Australie. Donc, Deloitte Australie, c'est 8000 employés et c'est 1000 freelances qui sont occupés à plein temps sur des projets clients. Donc ça vous donne une teneur de l'enjeu pour nous et de l'ambition qu'on se fixe. Alors maintenant, par rapport à votre question, entre convergence entre entreprises et freelanceurs, je pense qu'il y a un effort à faire de la part des entreprises sur la manière d'interagir avec les freelances pour bien collaborer avec eux. Les freelances, ils ont besoin d'avoir de la visibilité sur leur activité. Ils ont besoin d'avoir de la visibilité sur les projets qui sont proposés par les entreprises et sur les équipes qui sont mobilisées là-dessus. Et on a eu une tendance, historiquement, y compris chez Deloitte en France, c'est de considérer ça comme un sujet achat. Et ça, c'est la pire des pratiques. On ne peut pas considérer le sujet du freelancing comme un sujet d'achat de prestations. C'est un sujet qui doit mobiliser bien évidemment les achats à un moment, mais aussi les ressources humaines et le management de proximité. Donc c'est un vrai programme de transformation pour toute entreprise et nous, on y est confrontés aujourd'hui. Caroline, ça vous parle justement, une réaction par rapport à ce qu'on se dit là? Oui, je souscris complètement, quoi. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au sujet dans le cadre avec 2 casquettes différentes, avec une casquette de pilotage de la transformation culturelle et humaine à l'intérieur de la mutuelle. Donc, faire bouger une structure de 4600 collaborateurs, c'est pas aussi simple que ça. Et je me suis rendu compte que la première des filières métiers à laquelle il fallait que j'adresse, c'est celle dont je venais moi-même, c'est la filière RH. C'est celle qui a la plus le pied sur le frein et qui regarde ça exactement comme une entorse à la vision du sourcing, à la vision du recrutement, etc. Oui. Voilà. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, il y a un deuxième sujet qui était pour moi extrêmement important. C'était que j'ai amorcé il y a 2-3 ans, en fait, dans le cadre de notre dernière stratégie de transformation. C'était sur des métiers sur lesquels on est extrêmement leader, en santé, en protection sociale. On est même devenu auprès de nos clients, un de nos métiers corps, c'est la qualité de vie au travail et les questions de santé et travail. Donc, en étant leader et les premiers sur ce marché-là, mais en commençant à regarder la nouvelle concurrence, on s'est dit il va quand même falloir aller regarder dehors ce qui se passe. Et en essayant de faire pivoter tout le corps social vers les écosystèmes de la tech, les startups, des plateformes, des freelances, etc. Et en continuant à discuter avec, puisqu'on protège 4 600 000 personnes, et plus d'une personne sur 2 clientes chez Harmonie Mutuelle ou présente chez Harmonie Mutuelle est salariée. Donc on est au contact des décideurs, on est au contact des DRH, on est au contact des directeurs des achats en permanence. Et quand on discute avec un décideur d'entreprise, qui fait 10 000, 15 000, enfin voilà, quand vous discutez avec des grandes entreprises, vous vous rendez compte qu'in fine, il commence à se dire, mais ma préoccupation, c'est la guerre des talents, c'est l'obsolescence extrêmement accélérée des compétences, parce que ça, c'est un deuxième sujet qui est, à mon avis, devant nous, une fois qu'on aura adressé les nouvelles formes de travail. Et le troisième sujet, c'est qu'est-ce que je fais avec ces nouvelles formes de travail, qu'est-ce que je fais en termes d'attractivité, etc. Ça, c'est les préoccupations de nos clients sur des sujets donc, qui embarquent, des sujets de qualité de vie au travail, etc. Et là, on s'est dit, si demain, une personne active sur 2, c'est plus de 120% de croissance sur les 5-6 dernières années, hein, le freelancing. Donc, si un client sur 2 devient freelance, il va quand même falloir s'occuper de la question. Et c'est un sujet dont vous devez entendre parler tous les jours. François-Xavier, est-ce que dans vos recherches, vous planchez déjà sur ces questions? Est-ce que vous voyez d'ores et déjà des éléments de réponse? Est-ce que le monde dans l'entreprise a su trouver des réponses? Est-ce que la société s'est trouvé des réponses à cela? Alors, pour l'instant, assez peu, si on regarde le contexte des slashers, et en particulier, si on regarde une dimension donc, du freelancing qui est liée aux slashers, à la pluriactivité, c'est-à-dire des gens qui sont des freelancers multiples ou qui sont salariés et freelancers. Oui, c'est ça. Si on prend ce phénomène-là, qui est énorme aux États-Unis, on sait qu'environ 70% des freelancers sont des slashers, sont des pluriactifs. Oui, c'est ça. En France, c'est ils plus cumulent plusieurs activités. Exactement. Voilà. 20%. Et là où c'est très intéressant pour les entreprises, et très peu ont des chiffres sur ça, c'est combien parmi leurs propres salariés sont des freelancers. C'est prendre le problème à l'inverse. Bien sûr. Pas regarder les freelancers comme étant dehors et dire comment on va travailler avec eux, mais des gens qui sont dedans, qui ont des compétences qui développent aussi à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je prends un exemple. Dans beaucoup d'entreprises, il y a des labs, des makerspaces, des incubateurs, des espaces de coworking qui sont complètement vides d'un point de vue corporate. Et très souvent, à l'étage du dessous, dans une pièce à côté, il y a un salarié qui est un maker, qui est un freelancer et qui pourrait domicilier une partie de ces activités-là et apporter des idées, de l'énergie, plutôt que de disparaître une partie de son temps.
Ça, c'est une problématique intéressante qu'on ne voit pas beaucoup, ni dans les pratiques, ni dans les données. Une question que je pose à tous justement à ce sujet. Est-ce que finalement, on n'est peut-être pas tant dans la rencontre entre deux mondes, mais peut-être parfois la rencontre entre deux générations aussi. À l'époque, quand on rentrait dans une entreprise, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à bosser à la télévision, on commence à me dire, il y a 25 ans, écoute petit, tu vas t'habituer, tu vas rentrer dans nos codes à nous, voilà comment ça, et tu rentres dans les codes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on dit à l'entreprise, il va falloir s'adapter au code du nouvel entrant parce qu'il va aussi nous apprendre beaucoup de choses. Est-ce que je me plante? Est-ce que j'ai une vision trop binaire? Vous pouvez m'en coller une, hein, je suis journaliste, donc j'ai beaucoup d'idées reçues. Pas très loin, en fait. J'étais sur 3 générations même, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, il y a 5 générations au travail. Hein. C'est aussi un enjeu super important. Je pense qu'en effet, au départ, c'était un métier, une société, une carrière. Oui. Voilà. Après, il y a eu un métier, plusieurs sociétés où je change de compagnie durant ma carrière. Là, on est dans le cas où j'ai plusieurs métiers, j'ai plusieurs types de contrats, j'ai plusieurs types d'entreprises. Et du coup, tout se mélange. Et je crois qu'on arrive vraiment à un moment où on arrive dans les carrières hybrides. C'est un sujet sur lequel on discutait. Je ne crois pas au 100% dans le futur, au 100% CDI, 100% CDD, 100% freelance. Je crois qu'il y aura vraiment une migration entre les différents statuts. Et les États-Unis n'est peut-être pas un modèle d'un point de vue social, mais en tout cas permet cela assez facilement, d'avoir un cadre où je peux être dans la même année salarié, freelance, très simplement, une feuille d'impôt, une déclaration unique. Et ça, c'est une vraie opportunité de pouvoir rendre cette agilité, de pouvoir du coup laisser le choix aux salariés, aux freelance, de sa mission et de son type de contrat. Et dans la guerre des talents, je pense qu'il y aura un enjeu. Comment je suis candidate-centric, je cherche un talent, je cherche une compétence, je cherche un savoir-être. Bah derrière, c'est à lui de me dire quel type de contrat il voudra. Et Mathieu, Caroline, justement là-dessus, c'est donc à l'entreprise de s'adapter à cela et à la société, finalement, dans son ensemble, de s'adapter? Mon parti pris, c'est qu'on est très challengé. D'ailleurs, pour vous donner une anecdote, ce programme qu'on a lancé, on le pilote à 2. Donc moi, je suis associé chez Deloitte. Il y a Aline Roy, qui est responsable de la marque employeur. Et en fait, tout ce sujet du freelance, et en particulier dans le secteur des services, il va nous pousser dans nos retranchements. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit très, très innovant sur la marque employeur, à la fois pour retenir certains talents en CDI, qui pourraient voir une alternative dans le modèle Open Talent et qu'on a plutôt envie de garder en interne. Et de l'autre côté, travailler une promesse qui est aussi du ressort de la marque employeur pour fidéliser les meilleurs talents en freelance. Et pour rebondir sur les générations, parce que tu ne l'as pas mentionné, Romain, tu es resté sur les 5. On discutait ensemble, vous avez 3 générations en fait, qui cohabitent aujourd'hui sur le marché du freelancing. Vous avez tous ceux qui sortent de l'école dont tu parlais tout à l'heure, François-Xavier, avec cette volonté de basculer dans l'entrepreneuriat, quitte à rentrer ensuite dans l'entreprise. Vous avez une génération qui est assez critique pour nous chez Deloitte, ce sont les personnes qui vont avoir 3 à 5 ans d'expérience et qui ont énormément d'opportunités pour bouger dans une autre entreprise ou sur un job ou qui ont envie de créer leur boîte. Donc ceux-là, ils sont un peu clés sur le modèle du freelancing. Oui. Et puis, il y a une dernière catégorie qu'on a tendance à oublier, qui est très importante. Ce sont les gens qui arrivent en fin de carrière. Tous les gens qui sont proches de la retraite et qui ont un savoir-faire, une expertise qui reste clé sur le marché et qui sont tout à fait candidats à ce type de collaboration. Caroline, pour aller plus loin sur la question de l'engagement finalement, comment est-ce qu'on fait pour engager, impliquer notamment ces gens-là, ces freelances, quand souvent il n'y a pas ni d'unité de lieu, ni d'unité de temps, et parfois pas de lien contractuel finalement avec ces gens dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient vraiment engagés alors qu'on ne sait pas s'ils appartiennent vraiment à l'entreprise, ils n'y sont pas forcément au quotidien? Vous faites comment? On va faire une réponse à plusieurs voix parce que je crois qu'on est très alignés. Non, mais c'est intéressant parce que c'est tout le sujet du dedans et du dehors. Et c'est tout le sujet de l'empathie qu'on est en capacité, parce que je pense que c'est vraiment transactionnel le sujet. D'abord, il faut regarder les choses de façon transactionnelle, pas seulement je prends quelque chose en sous-traitance, etc. Il faut travailler à l'interne. Donc moi, j'ai dit qu'il fallait travailler le regard de la fonction RH même, qui est souvent pied sur le frein. Il faut travailler la culture managériale et les aider à accueillir et à accompagner. Je pense que peut-être, malgré les clichés que l'on voit publiés dans un certain nombre de journaux, il faut aussi travailler avec beaucoup d'empathie avec la population. Enfin, regarder les freelances comme une communauté en tant que telle et se poser la question. Je n'ai pas de réponse précise. Hein, je ne fais que, j'ai pas la prétention d'être en capacité de modéliser quelque chose. Ce dont je suis convaincue, c'est que c'est en expérimentant qu'on progressera ensemble. Talent externe et talent interne, parce qu'il y en a aussi à l'interne. En tout état de cause, le
le sujet de la culture managériale, collaborative, ouverte, curieuse, responsabilisante, autonomisante, ça c'est un sujet clé déjà dans l'entreprise d'hier, j'ai envie de dire, encore plus aujourd'hui, encore plus quand on accueille des freelances, mais aussi des talents qui ont maintenant des talents hybrides. C'est-à-dire que souvent, à la tech, on a besoin de créatifs et des gens qui ont fait des beaux-arts, etc., etc. Donc de toute façon, la diversité générationnelle dont parlait Romain, la diversité d'expertise, la diversité de statut, c'est vraiment quelque chose de... Cette ouverture à cette diversité, c'est quelque chose de clé. Voilà. Pour répondre à ma question sur comment mieux engager ces gens. Engager, ça veut dire collaborer. Oui, c'est ça. Collaborer, ça veut dire travailler ensemble sur un sujet commun. Je pense que la notion de temps, elle est importante. Il faut avancer en même temps, dans le même sens. La notion de lieu, pour moi, est moins importante. Les freelances, notamment, sont beaucoup remote. On n'a pas besoin d'être au même endroit, assis l'un à côté de l'autre, pour travailler. Il y a plein de nouvelles technologies. On sait, voilà, il y a Skype, il y a plein de nouvelles solutions. Donc, il faut organiser, je pense, aussi une nouvelle manière de travailler. Travailler avec des freelances, c'est changer sa manière de manager, c'est changer ses organisations. Donc, du coup, il faut les outils pour pouvoir communiquer facilement en interne, en externe. Et il faut aussi avoir un onboarding spécifique. J'entendais parler de l'onboarding pour les employés, très important tout à l'heure. C'est Frédéric Mazella qui en parlait. C'est ça. Et il faut penser aussi à l'onboarding des freelances. Comment je les onboard pour qu'ils aient suffisamment d'informations, qu'ils soient motivés, sans pour autant aller jusqu'au salariat. Donc, voilà. La question se pose réellement aussi, pour eux, de la fragile frontière entre vie privée et vie professionnelle. J'ai envie de pointer un problème qui est très structurant dans les études qu'on a réalisées. C'est l'arrivée du premier enfant ou le projet d'un premier enfant. Ça, très clairement, ça change quelque chose dans la relation qu'on a avec le freelancing. Ça va faire que certains freelancers vont rebasculer dans le salariat pour rajouter et devenir des slasheurs. Et là, on est sur une problématique à gérer pour engager que je trouve magnifique. Je sais que certaines entreprises, en lien avec des collectivités territoriales, réfléchissent par exemple à des systèmes de crèches hyper flexibles qui permettent, voilà, on a un client, il faut gérer ses enfants au niveau des collectivités territoriales ou de l'entreprise. Avec des horaires qui, pour le coup, explosent évidemment. Avec des horaires différents, il y a quelque chose à aménager et c'est extrêmement important. Il y a derrière tout ça des injustices de genre qui sont extrêmement importantes. Traiter ça, c'est traiter beaucoup de problématiques d'engagement et des problématiques d'injustice de société qui sont très importantes. Mathieu, je vous ai vu réagir par rapport à ça, juste acquiescer ou réagir. Ça vous concerne aussi chez Deloitte? Oui, ça nous concerne énormément. Enfin, c'est ce sujet de la diversité, l'équilibre vie pro, vie perso, surtout dans des environnements où vous êtes mis très souvent sur pression sur des projets parce qu'on s'engage sur de l'impact in fine. Moi, j'ai tendance à être en partie d'accord avec ce que tu disais, Romain, mais l'unité de temps et de lieu, elle reste fondamentale quand on collabore avec des freelances. Alors, c'est peut-être seulement sur quelques segments de compétences, mais avoir une unité de lieu, c'est d'une certaine manière aussi maintenir du lien social, et avoir une unité de temps, ça ne veut pas être tout le temps ensemble dans l'interactivité, mais c'est donner de la visibilité sur le moyen terme. Et je pense que les freelances ont besoin d'avoir une forme de visibilité de la part des entreprises avec lesquelles ils collaborent, sinon on se met dans une position de relation transactionnelle et on rebascule dans ce modèle client-fournisseur avec les achats qui ont ce rôle. Le mot de conclusion de chacun sur la thématique, concilier liberté et implication, c'est possible. Il faut que tout le monde s'adapte. Et à chaque fois, on est même sur l'individualisation peut-être de la relation avec chacun des freelances. Ça, c'est aussi important, cette individualisation, pour ne pas, pour s'adapter à chacun des profils que vous avez dans l'entreprise. Peut-être pour conclure chacun sur ça, François-Xavier. Oui, peut-être pour conclure, moi, ce qui me frappe dans les entretiens qu'on a réalisés avec des freelancers, c'est que ils ne séparent pas les questions professionnelles des modes de vie. Être freelancer, c'est un mode de vie. C'est ça. Donc, traiter des questions de mode de vie, c'est absolument essentiel. La question personnelle de la famille, comment on va gérer cette problématique-là, elle est absolument essentielle. La problématique de la multi-activité, elle est souvent très impactante et très liée avec ce qu'on aurait appelé auparavant la vie privée. Bien sûr. Voilà, regardez ça comme ce sera mon petit mot de conclusion, comme un mode de vie, c'est très important. Caroline, pour conclure. Oui, pour conclure, je dirais que ce qui est devant nous,
Donc on a tous bien pris la conscience de l'évolution des modes de travail et des appétences, notamment des nouvelles générations qui arrivent. Ce qui est devant nous, c'est prendre en considération la personne dans sa globalité, l'arrivée d'un enfant, une maladie, un pied qui se casse et je suis protégée comment. L'obsolescence des compétences, j'en ai parlé, et c'est ce qui m'intéressait moi quand j'ai commencé à travailler avec YOS, c'est qu'on n'est pas sur une plateforme comme en font parfois des experts comptables, etc., où je vous décharge, vous, de la comptabilité, etc. Évidemment. Comment, à un moment, on traite ce sujet de communautaire, culturel et d'accompagnement. Et des sujets passionnants. Merci beaucoup, Caroline. Mathieu? Ouais, le mot de la fin, c'est le sujet du passage à l'échelle. Je vous ai donné ces chiffres sur Deloitte Australie, 1000 freelances, 8000 employés. En fait, il y a un énorme travail d'embarquement à réaliser. Même chez nous, il faut convaincre des associés que ça a une valeur et que c'est super différenciant de travailler avec des freelances. Et de l'autre côté, il faut qu'on soit force de conviction sur les freelances, être sûr qu'on est capable d'engager les meilleurs freelances avec nous, avec la bonne offre de service et aussi les bons modèles de rémunération. Merci beaucoup. Romain Trébuil. Les freelances sont un élément clé du futur du travail. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour les entreprises. Il faut du coup s'y intéresser, il faut apprendre à onboarder et à travailler différemment avec ces talents-là. Et nous aussi, notre mission, c'est d'accompagner les freelances à avoir une vraie carrière professionnelle en tant que freelance pour qu'ils ne subissent plus justement de devoir repasser employé pour 2-3 aides de temps en temps. Merci de nous le rappeler. Y aurait-il des questions dans la salle pour aller un peu plus loin sur ce que l'on s'est dit là? Bonjour, je suis Frédéric Calino, je suis avocat en droit du travail. On n'a pas parlé de risques sur les freelances. Alors il y en a un certain nombre, vous le savez, la requalification en contrat de travail, le délit de marchandage, prêt de main-d'œuvre illicite, la dépendance économique. Je voulais savoir comment dans vos organisations vous appréhendiez ces risques. Est-ce que vous aviez des garde-fous à la base pour les éviter ou est-ce que vous viviez avec simplement et vous résolviez les problèmes quand ils se présentaient? Merci. Qui peut répondre à monsieur? Romain. Si vous voulez, je vais me permettre de répondre parce que c'est justement l'une des valeurs qu'apporte YOS pour les entreprises. C'est justement d'avoir une visibilité sur l'ensemble de ces risques parce qu'ils existent, mais ils peuvent être encadrés et suivis. Donc en fait, à travers la plateforme, on va suivre l'ensemble de la contractualisation, l'ensemble du parcours de contractualisation est sécurisé sur la plateforme. Il sera par exemple impossible pour une entreprise de travailler avec un freelance qui n'a pas tous ses statuts légaux à jour, qui n'a pas son cabis à jour. Et tous ces éléments sont des éléments qui font encore peur aux grands groupes pour travailler avec les freelances. Notre rôle, c'est de construire ce que j'appelle le legal framework pour sécuriser 100% de la relation entre le freelance et la grande entreprise. Et après, la plateforme technologique permet d'identifier tous les faisceaux de risques, que ce soit sur la durée, sur le type de mission, sur le type de prestations qui sont rendues. Merci. Y aurait-il une question? Un complément de réponse, oui, si vous voulez. Deloitte est une société qui fait très attention aux risques, par essence. Oui. Nous, on voit aussi ça comme une opportunité et c'est l'intérêt aussi de travailler avec une plateforme comme YOS. Ça va permettre à nos freelances qu'on veut engager de diversifier en fait leur spectre de projets et de clients. Nous ne travaillons que très peu avec les PME. On travaille que très peu avec les startups et en plus on a des contraintes de commissaire aux comptes. Donc l'intérêt pour un freelance, c'est de pouvoir diversifier en fait son pool d'activités. Pour nous, c'est aussi de minimiser ce risque de requalification. Merci beaucoup pour ça. Merci madame, merci beaucoup messieurs.